Donc les tenants et les aboutissants de la holding, d'un holding. Découvrir ce qu'est un holding, avoir une vision plus claire de son intérêt avec des exemples très concrets, et puis vous aider tout simplement à l'intégrer après dans votre quotidien. Donc la première partie, qu'est-ce qu'un holding? C'est parti, on y va. Donc le schéma classique en fait est le plus connu et peut-être le plus simple pour l'intégrer. Un holding, alors une société holding ou un holding tout court, on ne s'arrête pas sur le vocabulaire, mais c'est souvent une société mère. Une société vers laquelle on va remonter ou centraliser ses revenus. Donc c'est ce qu'on voit à partir du schéma que l'on voit là. Souvent une société, donc un holding qui va vous appartenir à vous, dans lequel vous allez vouloir faire remonter les revenus de votre société avec laquelle vous avez d'autres associés. Si vous avez une ou plusieurs SCI également, et puis peut-être une prise de participation quelque part, c'est souvent un bon moyen en fait de centraliser toute cette remontée de revenus. Un holding, c'est quoi? C'est également aussi une société. Si vous n'avez pas cette architecture que je viens de vous présenter, ça peut également être une société qui va vous permettre de prendre des participations. Donc des participations dans d'autres sociétés. Si vous êtes business angel et que vous souhaitez centraliser finalement vos revenus, ça peut être par ce biais-là. Auquel cas, et dans ce cas-là particulier, on va parler d'un holding passif. Je vais vous expliquer avec la slide suivante ce qui est plus en détail un holding passif. Vous avez également peut-être entendu parler d'autres holdings avec des fees, avec du management, avec des services. Et donc en fait, c'est souvent dans une société plus centralisée, une société en fait plus grosse et plus développée, où on va avoir, mais je l'introduis et je la détaillerai après. C'est une société en fait qui va centraliser les fonctions support de toutes ses filiales. Elle va centraliser, je reviendrai après là-dessus, mais elle va centraliser en fait ses services. Et là, on parle d'un holding actif. Donc, c'était mon introduction sur c'est quoi le holding. Je vais revenir plus en détail sur le passif et je reviendrai après sur le holding actif. Donc, le holding passif, c'est quoi? C'est simplement de la prise de participation. Donc, prise de participation, si vous investissez dans d'autres entreprises pour lesquelles vous n'avez pas foncièrement des mandats de gestion, mais également des sociétés pour lesquelles vous êtes actionnaire, gestionnaire, ça centralise vraiment le tout. Donc, elle était en train de vous expliquer un petit peu les holdings passives. Sur le principe, les holdings passives, en fait, leur idée, c'est qu'elles... Je m'entends dedans. Les holdings passives, en fait, leur objet, c'est qu'elles ne font que de l'investissement. Elles n'ont pas pour rôle aujourd'hui d'être actives dans la gestion des participations. Elles vont juste aller prendre ces participations et éventuellement les revendre ou en tirer les bénéfices. Mais oui, tu as tout à fait complété ce que je tenais à dire. Le holding actif, en fait, ce qui va définir et pourquoi on parle d'actif, c'est parce qu'en fait, ce holding a vraiment une activité principale. Il y a bien sûr la prise de participation qui est possible, mais il y a un réel intérêt en fait pour l'entreprise à côté de pouvoir centraliser et finalement mutualiser les coûts. Si disons on a 5 ou 6 secteurs d'activité différents, de la construction, je sais pas, du vin. J'ai un peu le domaine La Dominique en tête qu'on a visité récemment. Eux, ils ont 8 secteurs d'activité. C'est peut-être pas nécessaire en fait pour chaque activité d'avoir dans chaque activité un pôle marketing, un pôle comptabilité, un pôle communication, un pôle, je sais pas, gestion des achats. Et donc, dans ces organisations très structurées, on va faire un holding centralisé, un holding actif en fait, qui va tout simplement gérer ses fonctions support pour l'ensemble des sociétés filiales.
Et là, en fait, la rémunération de ce holding va se faire par des management fees. C'est des frais, en fait, c'est tout simplement de la refacturation aux filiales. Il y aura également des revenus par le biais des prises de participation, mais ce ne sont pas les revenus principaux. C'est souvent ce modèle que l'on a le plus en tête, en fait. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui dans l'introduction. C'est pas foncièrement celui que l'on va détailler. On va davantage revenir sur le passif. Ce qu'on voulait vous dire, en fait, c'est que le holding, ou la question de la société holding, c'est une question qu'on se pose tous à un moment en tant qu'entrepreneur. On se demande tous quel est l'intérêt. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Parce que ça peut, voilà, il peut y avoir des contraintes administratives. Il y a ça impose en tout cas de l'administratif en plus et peut-être une gestion supplémentaire. Mais c'est pas toujours clair. Est-ce que l'intérêt est purement fiscal? Est-ce qu'il y a un intérêt en termes de revenus, en termes de calcul également? C'est les réponses que l'on veut vous donner aujourd'hui. Et ce que l'on veut vous dire aussi, c'est que c'est pas uniquement un outil réservé aux grosses sociétés ou aux riches, en fait. Alors, pas riches, ne le voyez pas de manière péjorative. L'objectif aujourd'hui, c'est de se dire, ben tiens, peut-être que ça peut être pour moi et peut-être que c'est intéressant pour moi. Donc, je vais laisser la parole à Mickaël pour la deuxième partie, vous montrer des exemples, des cas pratiques et vous expliquer en fait les tenants et les aboutissants de ce holding passif. Et oui, on vient maintenant avec l'objectif du holding. C'est très utile, bien sûr, pour structurer votre activité économique, ça Mickaël va vous en dire plus après. Pour la détention du patrimoine également familial, c'est plus simple de tout centraliser. Voilà pour l'introduction. Merci beaucoup. Je te laisse continuer. Super. Merci, c'est gentil comme tout. Et s'occuper du bébé qui souffre à côté, c'est les aléas du direct. Concrètement, moi, je vais essayer de vous donner un petit peu des informations sur les intérêts d'une holding, mais également de vous donner des cas pratiques précis qui pourraient permettre, j'espère en tout cas, de vous projeter et de vous donner des idées que concrètement, dans votre cas, comment je pourrais utiliser une holding et est-ce que c'est utile ou non. Alors, moi déjà, sur les intérêts d'une holding, je dirais que le premier qui me plaît beaucoup, c'est l'optimisation de la rémunération. Dans l'optimisation de la rémunération, aujourd'hui, si je suis sur une SARL, concrètement, je vais sortir le cash que j'aurais généré sur mon activité par du salaire. Je vais payer mes cotisations sociales, mon IR, et finalement, je n'ai pas vraiment d'autre solution pour sortir l'argent. Donc, si j'ai généré 100 000 €, il va falloir que je trouve une solution avec du salaire pour sortir cet argent. Et je n'ai pas vraiment la capacité de trancher, d'optimiser quoi que ce soit. Donc, le premier point, moi, qui me plaît beaucoup dans les holdings, c'est qu'à un moment, si j'ai des SARL d'un côté, je peux envisager de prendre le salaire dont j'ai besoin, et à côté de ça, peut-être sur mon holding, de faire du dividende, de faire éventuellement des réinvestissements directs, et de ne pas passer du coup par la case impôt sur le revenu. Parce que si je prends des salaires à 100% sur le montant que je me suis versé, eh bien à un moment, je me fais matraquer au niveau de mon impôt sur le revenu. Donc le premier intérêt pour moi du coup de la holding, ce que je viens de dire, c'est vraiment ne pas sortir forcément tout le cash. Ne pas s'obliger à dire je vais rincer ma société du fruit de mon travail, donc de l'argent que j'ai généré, je peux laisser une partie sur la holding et réinvestir directement, sans passer par cette case fiscalisation, soit en cotisation sociale, soit en imposition sur le revenu. Donc ça, c'est un point qui, pour moi, est très intéressant dans l'optimisation potentielle. Ce n'est pas une optimisation que je pourrais appeler entre guillemets sale, c'est-à-dire une optimisation qui va hérisser forcément le poil de nos amis des impôts, mais c'est une optimisation qui est plus de rationalisation. Ce qui est intéressant aussi pour moi dans une holding, potentiellement, c'est j'ai 2 associés, 3 associés, 4 associés sur mon activité, et puis chacun n'a pas forcément envie d'utiliser son argent de la même manière que son voisin. Si je n'ai pas une holding ou un holding par associé, concrètement, il va falloir quand même qu'on se mette d'accord pour faire un truc commun. Or, peut-être qu'il y a un associé qui a envie d'avoir de l'argent
en salaire parce que ça l'arrange pour ses investissements personnels, résidence principale ou autre, et un autre associé qui n'a pas du tout envie d'avoir des gros salaires parce qu'il a d'autres préoccupations, il préférait réinvestir la majorité de son argent. Eh bien, si je suis sur ma société et que chacun est associé d'une SARL ou d'une SAS, eh bien, concrètement, il faut quand même que je me mette d'accord pour être juste envers tout le monde sur ce qu'on va faire. Et là, je ne peux pas faire des dividendes d'un côté pour l'un et du salaire pour l'autre. Concrètement, c'est pas possible. Donc, la holding, pour chacun des associés, pourrait permettre de retrouver de la souplesse et retrouver en tout cas un moyen pour chacun de faire ce qu'il veut chez lui. Ensuite, la limitation de l'IR, donc on a vu. La sortie du taux d'endettement, c'est un point qu'on entend souvent également. C'est-à-dire que généralement, on peut avoir des personnes qui, après l'achat de leur résidence principale notamment, commencent à avoir des taux d'endettement personnels qui sont assez élevés. Le fait de rentrer dans une holding LIS permet également de refaire des investissements immobiliers sans devoir recourir à ce taux d'endettement privé et donc d'avoir un petit peu un visage frais face à la banque. Et comme la banque va regarder également les actifs qui vont se constituer au fur et à mesure du temps, ça permet également d'être plus fort par rapport aux partenaires banquiers. Donc voilà, ça c'est quelques idées déjà sur les intérêts de la holding et quelques cas. Je vais prendre maintenant des exemples un petit peu plus précis, et dans l'objectif que vous puissiez un petit peu vous projeter. Donc le premier, ça va être une situation où Paul, 45 ans, il est médecin traitant. En gros, il avait une entreprise individuelle jusqu'à maintenant. On voit ce schéma de droite. Sur ce schéma à droite, entreprise individuelle, il se sortait un salaire sur son entreprise individuelle de 135 000 €, une rémunération en tout cas de 135 000 €. Il payait ses cotisations liées. Alors on a fait un calcul au plus simple possible, célibataire, sans enfant, pour calculer son IR, et donc ça nous a donné des fonds disponibles avec 250 000 € générés sur l'année. 250 000 € générés, j'entends ça après les charges qu'il aura déjà payées. Or, le problème, c'est que là, il a 135 000 € de salaire, c'est-à-dire que ça fait environ plus ou moins 10-11 000 € de salaire mensuel. Son besoin à vivre réel, il va vraiment dépenser, Paul, 7 000 € par mois. Donc, si je réfléchissais à un schéma de CELAR ou de CELURL, en tout cas de CELAR avec un seul associé, avec au-dessus une holding SAS, nous pourrions optimiser sa rémunération en disant je lui donne un salaire de 7 000 € par mois, avec une petite marge de 2 000, ça fait 86 000 €. Je paye mes cotisations et mon IR qui du coup sont bien moins élevées que précédemment. Sur le reste du montant, je paye mon IS. Et il va me rester du coup 85 000 € pour investir sur ma holding. Donc précédemment, j'avais 135 000 €, dont 84 000 €, 85 000 € de besoins pour vivre. Donc j'avais 50 000 € qui me restaient pour investir. Et maintenant, il me reste 85 000 € pour investir. Donc 30 000 € de plus. Le schéma d'optimisation léger ici permet d'avoir 30 000 € de plus pour investir. Effectivement, j'investirai sur mon véhicule holding. Mais ça m'a permis en fait de ne pas passer par la case cotisation sociale et impôt sur le revenu pour avoir plus disponible pour investir tout de suite. Ce qui est intéressant là, moi ce que je trouve en tout cas, c'est pas sur la première année forcément, c'est l'idée de se dire que chaque année, je vais avoir 30 000 € en plus pour investir. Et c'est là où on fait une belle différence. C'est là sur le long terme, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, on arrive à des grosses différences. On va prendre un deuxième exemple. Emma, 35 ans, qui est kiné, qui fonctionnait avant son CELARL et qui maintenant va fonctionner en CELARL avec une holding. Toujours holding avec SAS, même principe. Là, pour le coup, Emma, elle a un besoin à vivre qui est bien plus faible, qui est à 2 000 € par mois. Et par contre, elle aimerait bien s'arrêter et prendre sa retraite un peu plus tôt. 35 ans, à 50 ans, elle a envie de s'arrêter, c'est son objectif. Là, c'est le principe, c'est qu'aujourd'hui, à droite, on voit dans le schéma un salaire net d'indépendant, il a 86 000. Ces 86 000, c'est-à-dire qu'il va lui rester, elle avait 24 000 € de besoin pour vivre, il va lui rester 60 000 pour investir. Quand on prend le schéma de gauche et qu'on fait exactement le même principe que ce qu'on a fait précédemment, on se rend compte qu'il a 85 000, donc 25 000 € de plus à investir chaque année sur sa holding.
Et bien sur ces 15 ans, derrière, il va falloir travailler sur les placements pour pouvoir atteindre l'objectif qu'à 50 ans, elle puisse s'arrêter et générer suffisamment de revenus pour maintenir sa situation, voire même vivre mieux. Alors, un exemple un peu différent maintenant, avec Marc, courtier d'assurance. Lui, il est en EURL précédemment. Il a envie de faire un schéma, on voit qu'il est un tout petit peu plus complexe, c'est-à-dire qu'il va utiliser une SAS animatrice, Myriam l'a expliqué tout à l'heure avec les holdings actives, c'est-à-dire que l'argent de son activité va remonter sur sa holding ici, animatrice, et derrière, il va essayer d'ajuster un certain nombre de ses sorties d'argent. Première chose, il a un besoin à vivre de 4 500 € par mois, on est sur une SAS, on n'est pas obligé de faire que du salaire. On peut faire une partie en salaire et une partie en dividende, en sachant que le dividende, je ne pourrais pas me le verser mois par mois, il faudra que j'ajuste un petit peu, mais sur le principe, je peux le faire comme ça. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en SAS, je vais avoir une protection sociale qui, par rapport à l'EURL, est meilleure, est plus intéressante. Et à côté de ça, les dividendes vont permettre de compléter ce dont il aura besoin pour vivre. On voit ici que l'investissement du coup sur la holding est à 79 000 €, alors que par rapport à son besoin de vivre à côté, si on retire les 4 500 € sur 12 mois, ça ferait 54 000 €, c'est-à-dire qu'il avait 53 000. Là, pareil, on a quand même une belle différence entre 53 000 et 79 000. On a 26 000 € en plus pour l'investissement et pour lui permettre de faire ce qu'il a envie de faire sur son amélioration de conditions de vie à côté grâce à l'investissement. Bon, on voit qu'ici, j'en ai un petit peu plus de choses au milieu, les prélèvements forfaitaires libératoires, l'IS, IR. Tout ça nécessite à chaque fois, et dans chaque cas que j'ai présenté, et dans chaque cas qu'il faudra voir, c'est une discussion spécifique sur l'aspect fiscal et sur l'aspect est-ce que c'est faisable dans mon cas ou non. Parce que chaque cas que j'explique ici, il y a des attentions, notamment sur la partie fiscale, sur la partie SAS animatrice ici, il faut des conventions, des management fees. Donc il faut cadrer tout ça, c'est très important. Par contre, les résultats du schéma sont effectivement potentiellement intéressants. Un dernier exemple rapidement, pour montrer en fait la différence entre une SAS où je vais me forcer entre guillemets à verser que des salaires, on est bien d'accord, généralement pas le schéma que je propose, pas le schéma en tout cas qu'on conseille, et une holding animatrice où je vais effectivement essayer d'optimiser un maximum entre du salaire et potentiellement de l'investissement directement sur la holding. On aurait pu même faire comme tout à l'heure, envisager du salaire plus des dividendes. Ça dépendra du choix de la personne aussi et de sa vision potentiellement de la question de la retraite. Voilà pour mes 4 exemples. Alors, l'objectif maintenant, c'est de pouvoir voir un petit peu, il y a pas mal de monde aujourd'hui, pour voir un petit peu les cas que vous pourrez nous présenter. Et les questions que vous pourriez avoir de votre côté sur ce qu'on vient de vous raconter. Et si, potentiellement, par rapport à vos cas spécifiques, on peut vous conseiller ce qui serait intéressant ou pas pour vous. Alors, je vous laisse du coup maintenant la parole pour vos éventuelles questions. Peut-être que vous pouvez sinon les rédiger, même si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, peut-être que vous pouvez les rédiger dans le chat et si on n'arrive pas à y répondre, on y répondra par mail également. En tout cas, on est là pour ça. Après, je peux aussi inviter Nicolas à dire quelques mots s'il le souhaite. Oui, très bonne idée. Nicolas. Bonsoir. Vous m'entendez? Ouais, super. Bonsoir à tous et à toutes. Non, moi, l'explication, enfin, les exemples et les comparaisons sont effectivement assez parlants. C'est ce qui est intéressant, ce que j'ai aimé aussi dans l'intervention de Myriam, et c'est un peu ce que beaucoup de monde ont, alors pour me présenter rapidement, hein, je suis conseiller en gestion de patrimoine
et effectivement en partenariat avec Aconeo. Je souffre un peu de ça aussi, de ces, on va dire, de ces préjugés. C'est que la holding, effectivement, on a tendance à croire que ça s'adresse à une élite et pas du tout. Donc, l'avantage, et là, l'accompagnement que vous en faites et les explications que vous en faites montrent bien que c'est accessible à tout le monde. Et surtout, après, ce que tu disais aussi, Mickaël, c'est que sur un horizon de temps plutôt, voilà, une projection à moyen long terme, on n'est pas sur du one-shot, même si déjà sur un one-shot, sur ton premier exemple, les 30 000 euros, c'est quand même assez parlant. Si on se projette sur 10 ans, on parle de 300 000 euros, donc ce qui est beaucoup plus impactant et surtout intéressant pour nous après dans le conseil d'accompagnement et du coup de développement des différents objectifs personnels, même aussi professionnels, patrimoniaux. Donc on a beaucoup plus aujourd'hui de munitions pour pouvoir répondre et atteindre ces différents objectifs. Tout à fait. Voilà, c'est vraiment dans cette, on va dire, dans cette démocratisation de l'utilisation de ces outils-là et ce que vous permettez de faire et d'offrir à vos clients. Ouais, ce que j'aime bien aussi dans ce qu'on discute régulièrement ensemble, Nicolas, c'est cette partie qui dit que avec ma holding, je ne suis plus en train de me poser uniquement la question de comment je vais réduire mon IS, mais c'est plutôt comment je vais faire le meilleur investissement possible sans la question de quel dispositif il faut que je choisisse. Et dans le rendement, je pense qu'on a aussi des choses qui sont potentiellement plus intéressantes dans cette idée-là, où je sors de l'optimisation, finalement, l'optimisation a déjà été faite, je sors de l'optimisation pour penser rendement. Moi, j'aime bien cette philosophie-là. Tout à fait. Alors, on a deux questions, il y a Guillaume. Ouais, alors je vais peut-être répondre ensemble si tu veux, Nicolas. Je pense que tu auras autant les réponses que moi, je pense. Peut-on mixer une holding au-dessus d'une SAS ou de NSCI? Bien entendu, c'est-à-dire que dans le schéma que Myriam avait montré au départ, je vais remonter sur la slide. Si je comprends bien la question, Guillaume, vous me reprenez si je comprends mal. Effectivement, on peut avoir un certain nombre de filles en dessous de sa holding. Ça peut être une SAS et une multitude de SCI. Ou une SAS, des SARL et une SCI. C'est neutre le nombre d'entités qu'on peut avoir en dessous. Il faut avoir bien sûr la capacité de gérer sur la holding, surtout si on est animatrice, pour pouvoir gérer les différentes fonctions qu'on pourrait avoir dans les sociétés en dessous. Nicolas, je te laisse compléter si tu souhaites. Oui, tout à fait. Pareil, souvent la SCI reste pour beaucoup dans l'image d'un montage d'un support et d'un véhicule patrimonial, une entité qui doit rassembler plusieurs biens. Ça, c'est aussi une idée reçue. Il est préférable de faire quasiment une SCI par bien. Pour des raisons simples, c'est que derrière, lorsqu'on a des arbitrages possibles, même si au départ, lorsqu'on crée son patrimoine, on a tendance à se dire je ne vais pas y toucher, je garde ça à vitam aeternam, on ne sait pas de quoi demain est fait, et dans des développements d'arbitrage, il est préférable d'avoir du coup un bien par support, aussi pour une optimisation fiscale qui permet du coup des fois de transposer et de changer le régime fiscal. Alors, il y a un régime fiscal qu'on peut changer, c'est passer de l'IR à l'IS. Le passage ISIR n'est pas possible, mais ISIR, et donc se donner encore aussi une possibilité d'optimiser une SCI et pas forcément l'intégralité de son parc SCI. Voilà. Tout à fait. Sur cette question, est-ce que Guillaume, on répond déjà bien par rapport à la question que vous posez? Est-ce que ça vous paraît clair? Ok, merci Guillaume. Alors, la deuxième question, holding pour investir dans une startup via Love Money. Moi, j'ai envie de dire la question de la startup, je vais la gérer de manière un peu plus large. En gros, si on est start-upper, on va dire, si on a lancé sa startup, si on veut investir dans une startup, il y a un mécanisme qui est vraiment très intéressant qui s'appelle l'apport cession, qui permet de faire des choses intéressantes, c'est-à-dire de pouvoir apporter les titres que j'aurais personnellement acquis au démarrage, par exemple, d'une startup, et de bénéficier potentiellement d'un régime de faveur.
C'est-à-dire que si alors je vais faire simple dans les dates parce que c'est pas l'objectif aujourd'hui, mais en gros, si j'investis 2 ans après avoir acquis ça personnellement, que derrière je revends au moins 3 ans plus tard de mémoire, je peux bénéficier d'un régime qui me dit que je ne suis pas imposé sur ma plus-value, tant que je laisse l'argent sur la holding, bien entendu. Le jour où je veux le sortir en dividende ou autrement, bien sûr, je serai fiscalisé et 30 du prélèvement forfaitaire libératoire. Et ça veut dire que potentiellement, si j'ai la volonté de garder une grosse partie de ce montant-là sur ma holding, j'ai 100 du montant et pas 70 du montant si je passe par le PFL directement. Donc c'est très intéressant sur la partie réinvestissement. Et donc, ça permet potentiellement d'avoir une vision sur le moyen terme qui me permet d'aller beaucoup plus loin dans le réinvestissement et donc dans la constitution d'un joli patrimoine. Alors, Benoît, est-ce que Nicolas, tu voulais rajouter quelque chose sur ce point? Non, pas du tout. Non, très clair. Okay. C'est bon. Alors, Benoît, alors Hugo, merci beaucoup pour ta précision. Oui, c'est 3 ans, 2 ans, c'est 60%. Nickel. Effectivement, si on n'arrive pas à tenir le timing, c'est pas forcément dramatique. Si on revend avant les 3 ans, on a simplement une obligation de réemploi, de réinvestissement en fait dans le même principe, c'est-à-dire pas dans l'immobilier concrètement, de 60% du montant qu'on a perçu. Je vais prendre un exemple, si vous touchez 3 millions d'euros, ça veut dire qu'il y a 1,8 million qu'il va falloir réinvestir et 1,2 million donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce qui reste quand même, pour moi, assez intéressant. Benoît, alors je lis la question. Dans le modèle, une holding active dans une SAS, la personne détenant la holding est au chômage. Est-il possible de remonter les revenus de la SAS au sein de la holding tout en maintenant le chômage avec un PV de non-rémunération sur la holding? D'accord. Bon, il y a un sujet qui est plus large que ça pour moi derrière ce point-là. Je vais donner mon avis global et ensuite je laisserai chacun peut-être même intervenir pour donner son avis à lui. Moi, de toute façon, le chômage, c'est un sujet qui est assez clair, c'est-à-dire qu'à un moment, on a le droit d'être au chômage tant que ça vient compenser un manque à gagner. Donc, généralement, mon conseil sur la majorité de mes clients, c'est de dire tant que le chômage ne fait pas en sorte que ta boîte, elle génère 150 000 euros de trésorerie, bah, le chômage, ça veut dire qu'il t'aide à lancer ta boîte et à, pour moi, créer une trésorerie de soutien, une trésorerie de survie, une trésorerie en cas de coup dur, hein, concrètement. Et donc ça, c'est un chômage qui est bien utilisé. Si au bout de 6 mois, ma boîte, elle a déjà 150 000 euros de trésorerie, il faut enclencher le salaire et arrêter le chômage parce que finalement, ce chômage pourrait être mis en question. Ça, c'est une première chose, quelle que soit la forme juridique. J'ai envie de dire que dans le cas qui est présenté ici, c'est un peu la même idée, c'est la même logique qu'il faut avoir. C'est-à-dire que si c'est l'objectif de créer 150 000 euros de trésorerie sur le dos entre guillemets, du Pôle emploi, le Pôle emploi sera à même de remettre en question vos droits. Et là, si on doit rembourser les droits du Pôle emploi, c'est souvent, on est bien d'accord, très désagréable. Donc moi, j'ai envie de dire dans ce cas-là, ça dépend de la trésorerie qui est générée au milieu. Et si la trésorerie qui est générée au milieu aurait permis de verser un salaire au-delà de la trésorerie de sécurité qui peut être nécessaire à une boîte, ça me paraît compliqué de le justifier. Nicolas, tu veux peut-être compléter là-dessus? Je confirme sur le fait qu'effectivement, hein, le PV est indispensable hein, pour maintenir les droits chômage, mais comme tu l'as expliqué, hein, on est dans une volonté de faire. Enfin, le Pôle emploi est là pour vous aider à créer, donc c'est une création. Les limites aujourd'hui enfin, les durées sont autour de 2 ans, suivant les droits et ce qu'on en a utilisé. Et je suis complètement d'accord avec toi, Mickaël, dans le sens où il faut rester en fait mesuré et logique par rapport à ce que vous avez créé au niveau de votre société. Si demain c'est utilisé pour, on va dire, des abus, des excès, oui, il y a toujours risque même si là-dessus, il n'y a pas de choses en fait qui sont dans les textes très très clairs.
C'est aussi ça qui est embêtant. Mais on le sait, hein, enfin, vous allez toujours avoir des avis autour de vous en vous disant moi, j'ai pu me verser des salaires, j'ai pu aussi prendre des dividendes, j'ai pu tout faire. En fait, oui, ok, pas vu, pas pris. Et généralement, ces mêmes personnes-là, lorsque on leur tombe dessus, viennent pas vous dire là, malheureusement, je dois rembourser ou je suis en redressement. Donc voilà, c'est de rester dans une logique qui est celle de la création et du coup de l'aide à la création et donc du chômage durant cette période-là. Et oui, par contre, en revanche, oui, on justifie auprès du Pôle emploi les PV d'AG et de non-rémunération pour du cost. De toute façon, généralement, hein, si vous ne le faites pas, ils vous bloquent et voilà, ils ne vous versent plus rien. Donc ça, effectivement, à justifier. Mais pendant cette période-là, ouais, j'irais sur une gestion mesurée et maîtrisée et en fonction effectivement de ce que votre société dégage. Est capable de générer. Super. Est-ce que Benoît, ça répond à la question et ça vous paraît clair? Nickel, super. Alors, on n'est pas si mal dans le timing. Est-ce qu'il y aurait potentiellement une dernière question? Ah, ok, très bien. Au final, faut-il comprendre que la holding permet de maximiser les liquidités après yes mais avant hier? Je suis assez d'accord avec ça. Pour un investissement, c'est ça, pour réaliser un investissement par la suite, ok, part de société, je suis d'accord aussi, au lieu de passer par la case personne morale avec hier. Au lieu de passer par la case, moi j'ai envie de dire cotisation sociale et impôt sur le revenu, quoi. Tout à fait ça. C'est un bon résumé, je trouve. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment l'objectif des exemples aussi qu'on a donné, Nicolas, avec cette idée de dire j'essaye d'optimiser un petit peu pour avoir plus de capacité d'investissement. Cette capacité d'investissement, comme on l'a expliqué aussi tout à l'heure, elle est sur une société à l'IS et elle n'est pas personnelle. Donc c'est vrai qu'elle est quand même différente. Ça, il faut en être conscient. Mais par contre, ça permet potentiellement d'aller plus loin. Nicolas, si je te laisse. Tout à fait. Non, je suis complètement d'accord et c'est tout à fait résumé et surtout le mécanisme et le raisonnement est complètement compris. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est d'aller chercher du coup plus de, on va dire avec les mêmes moyens, la même capacité, le même coût. Hein. On prend ton exemple à 250 000 euros. Voilà, le coût initial est le même, sauf qu'à la fin, effectivement, le résiduel est tout autre. Du fait de l'évitement de ces différents fiscaux ou charges patron. Ça me fait penser que si j'étais à la maison, j'aurais un peu les mêmes bruits derrière. Tu auras les mêmes, hein. On est d'accord. En fait, il a introduit la question qui venait, je vais vous la traduire. On n'a peut-être pas suffisamment présenté le holding comme étant un outil pour... alors bien sûr, il y a tout le volet optimisation, ou du moins essayer de se dégager le plus de revenus, mais utiliser finalement ce holding pour structurer son patrimoine en fait et ne pas avoir peur d'utiliser cet outil comme étant un outil d'investissement assez libre. En fait, il ne faut pas le garder uniquement comme un outil professionnel. C'est qu'ensuite, après, avec ce holding, on peut aller investir librement dans d'autres participations, comme j'ai pu vous le dire précédemment, en tant que business angel ou en tant qu'entrepreneur, mais on peut également aussi aller investir dans de l'immobilier. Il faut vraiment l'utiliser avec aisance. Et je vais vous repasser la main après, Mickaël. Nicolas, c'est aussi sur le volet à structurer aussi par rapport à... Ensuite, il y a tout l'aspect héritage. Il faut aussi en parler avec votre notaire. C'est un élément important. Mais c'est aussi des véhicules peut-être pour structurer la passation en fait et la suite. Et c'est bien évidemment l'héritage dont Gabin parlait. Et je vous laisse la suite. Ça marche. Alors, je me permets peut-être, Nico, mais c'est vrai que c'est un point qui est important et je pense que c'est peut-être là-dessus qu'il faut insister sur la fin. C'est en fait, construire une holding, c'est pas si simple que ça. Ça a l'air facile. Parce que sur le principe, ça peut l'être. Par contre, dans la réalité des choses, il faut border. Quand on crée une holding, on va pas la créer tout seul dans son coin. Il faut border les choses. Il y a un certain nombre aussi de contraintes juridiques, de succession, enfin, il y a beaucoup de sujets qui peuvent venir entrer en ligne de compte. Et surtout quand on va faire une holding active et donc potentiellement bénéficier d'avantages fiscaux sur la holding active. On n'en a pas parlé aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet, mais effectivement, tout ça génère un certain nombre de contraintes qu'il faut mettre en place dès le début
et sur lesquels il ne faut pas se tromper parce que effectivement, une holding peut être contrôlée fiscalement de manière régulière et donc il faut être prêt pour ça. Et pour ça, il faut s'entourer et se poser les bonnes questions. Nicolas, je te laisse Oui, compléter. tout à fait. Enfin, c'est tout à fait ça. Comme tout véhicule, ça demande analyse et surtout, c'est un peu ce que l'on fait à chaque fois. Hein, c'est pourquoi je veux le faire et dans quel but. Une fois qu'on a trouvé, on va dire, toute l'optimisation possible au niveau fiscal, au niveau des revenus et des flux. Donc là, ok, on sait qu'on a tant de main à pouvoir investir. Après, c'est comment je vais l'investir et où je vais l'investir. Donc là, c'est ce que disait Myriam, c'est que là, le champ des possibles s'ouvre pour nous, mais on essaye toujours, nous, de le ramener à quelque chose qui va être demain dans une optimisation qui sera soit personnelle, soit professionnelle, mais en tout cas qui a du sens et qui est bien calibrée. Et là, de ce fait, on doit effectivement se border au niveau notarié. Pareil, hein, suivant aussi, on a une analyse personnelle, enfin, le nombre d'associés qu'il va y avoir à l'intérieur, qui seront les associés, s'il y en a, comment ça se génère, parce que forcément, on doit évoquer les scénarios, pour nous, voilà, les extrêmes. Donc, c'est quoi? C'est nous, ce qui est embêtant pour nous, c'est le divorce. C'est demain le décès, bien sûr. Donc, c'est des choses qu'il faut effectivement aussi appréhender. Et voilà, donc c'est pour ça, oui, que c'est pas pour faire peur, mais oui, il faut s'encadrer, il faut savoir pourquoi on le fait et comment on le fait. Et c'est là que forcément, vous avez, enfin, Aconeo a sa valeur ajoutée, bien sûr. Nous, effectivement, en appui, on est là aussi pour accompagner les clients. Mais voilà, globalement, faut bien structurer les choses. Mais une fois que c'est fait, une fois que c'est bordé, une fois qu'on sait pourquoi on le fait et les objectifs sont bien établis, il n'y a aucun problème. Ouais, et puis alors Aconeo ou quelqu'un d'autre, finalement, j'ai même envie de dire, c'est égal. L'essentiel, c'est que vous soyez accompagné et n'y allez pas tout seul, quoi. N'y allez jamais tout seul et faites en sorte d'être bien accompagné là-dessus pour pouvoir vous poser les bonnes questions et mettre en place les bons process. Pour finir, et je pense on a dépassé un tout petit peu le timing, je vais finir là-dessus. La holding, ce qu'on n'a pas dit aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas faite pour tout le monde. Très concrètement, pour moi, une holding n'est pas forcément faite pour tous les cas. Si maintenant votre société vous permet de sortir de l'argent et cet argent vous sert à vivre et vous ne pourriez pas prendre moins pour vivre, et la holding n'est pas forcément schématiquement, d'emblée en tout cas, le meilleur schéma qui vous correspond aujourd'hui. Si demain vous pensez que ça pourrait être utile, des fois la patience est la plus efficace des solutions en se disant bah, le jour où ça sera vraiment intéressant, je le lancerai. Ne vous paniquez pas à le faire, c'est pas parce que c'est potentiellement un bel outil que il faut le faire tout de suite et il faut le faire dans votre cas à vous. Donc pareil, il faut s'encadrer, il faut s'entourer, il faut avoir les bonnes personnes qui vous disent les choses telles qu'elles sont et qui vous disent concrètement si vous en avez besoin aujourd'hui ou si ça peut être le cas dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ou finalement si c'est pas un outil qui est efficace dans votre cas. Et dans ces cas-là, pour moi, il faut du coup en discuter avec des experts comptables, des avocats fiscalistes, des personnes spécialisées qui pourront vous répondre à cette question. Voilà pour moi un petit peu. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions qui restent? Sinon, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va s'arrêter là. N'hésitez pas à revenir vers nous pour poser des questions s'il y a besoin. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée du coup. Merci. Merci pour votre présence. Merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée encore. Au revoir. Au revoir.